Retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités pour parler désormais de la CEDEAO, son troisième sommet des chefs d'État à Bissau. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont réunis ce 9 juillet en Guinée et en Guinée-Bissau. Plusieurs sujets étaient au menu de cette rencontre. Umaru Embalo Sissoko a passé la main à Bola Ahmed Tinubu, le nouveau président nigérien qui devient donc président en exercice de la CEDEAO. Plusieurs autres sujets, la situation du Mali, du Burkina et de la Guinée, mais aussi le retrait de la MINUSMA. Nous les abordons ici sur ce plateau avec vous. Je commence toujours par vous, Fioclou. Le sommet de la CEDEAO a eu lieu ce 9 juillet. Tous les sujets n'ont pas pu être approfondis, mais du moins, s'ils ont été abordés d'une certaine manière. Quel regard portez-vous d'abord sur ce sommet qui a permis à Umaru Embalo Sissoko de céder la main à Bola Ahmed Tinubu, son arrivée à la tête de l'organisation? Il prône une gouvernance surtout de la démocratie et une lutte contre les coups d'État militaires. Oui, je pense que ce qui est arrivé en Guinée-Bissau la dernière fois est dans la déontologie de la CEDEAO, qu'il faut passer la main à un certain moment, et c'est ce qui a été fait. S'agissant de l'ordre du jour, tel que les affaires de coopération dans la CEDEAO et surtout les problèmes de sécurité dans la sous-région, moi j'ai trouvé que ce sont de bons sujets qui ont été traités et surtout que les trois pays qui ont fait des coups d'État, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, lors du jour, ce problème devait être discuté, mais la CEDEAO a constaté que certains membres de ces trois pays ont refusé d'accueillir les émissaires de la CEDEAO. Ce qui veut dire que les patrons n'étant pas contents ont repoussé ce problème pour les prochains sommets. Mais ce qui est sûr, le résultat annoncé, d'après moi, est satisfaisant. Est satisfaisant, surtout que le nouveau président du Nigeria a dit les histoires de coup d'État, il est contre. Coup d'État militaire. Coup d'État militaire, Ah oui. il est contre. Ce qui veut dire que la Guinée, le Burkina Faso, le Mali seront sur la sellette et seront strictement suivis. Parce que c'est les gouvernements de transition qui sont actuellement au pouvoir ne méritent plus d'être gérés amicalement. Surtout, malgré le référendum fait par le Mali, je pense que les problèmes ne seront plus comme avant. Il faut la fermeté. Il va falloir que la CEDEAO se réunisse pour donner les ultimatums à ces pays qui ne veulent pas rendre vite le pouvoir aux civils, tels que la Guinée. Alors, Gabin Adjaro, un nouveau président en exercice de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu, le nouveau président nigérian qui prend la tête donc de l'organisation, il dit être engagé pour la démocratie et dans la lutte contre les coups d'État militaires. Quelle lecture faites-vous de cette déclaration à peine élue? Bon, lui, il vient d'arriver, hein. Il n'a qu'à se calmer. On sait comment les choses se passent au niveau de la CEDEAO. Bon, je pense que les dirigeants de la CEDEAO ont beaucoup plus envie de mettre le Nigeria sur un piédestal parce que la gestion ou bien l'arrivée au pouvoir de Mohamed Bari n'a pas véritablement pesé sur l'institution CEDEAO. Donc du coup, ils veulent quand même remettre le Nigeria sur les bords pour jouer véritablement son rôle de première puissance économique de la sous-région et pourquoi pas du continent. Donc du coup, je pense que c'est tout à fait normal, même si dans les coulisses, il se murmurait que bon, normalement, ça doit être le Bénin ou bien le Niger qui devait prendre la présidence. Mais bon, si Bola Tinubu est arrivé à prendre la tête de la CEDEAO, ça veut dire que bon, il y a eu des concertations et puis les gens ont trouvé que c'était mieux que le Nigeria prenne la tête de cette institution-là. Maintenant, dire que bon, il luttait contre les coups d'État militaires, moi, c'est un peu biaisé. C'est un peu biaisé parce que quand tu veux lutter contre les coups d'État, il faut lutter contre les coups d'État dans toute sa splendeur, c'est-à-dire les coups d'État constitutionnels aussi, parce que devant lui, il y en a des gens qui ont perpétré des coups d'État constitutionnels. Il n'y a pas que les militaires qui perpètrent des coups d'État, il y en a des civils qui en ont fait et qui ont engendré des morts.
Donc, il faut prendre les choses dans toute sa mesure et puis essayer de dire la vérité telle qu'elle. Sinon, 6 mois peut-être à la tête de la CEDEAO, je ne vois pas véritablement ce qu'il peut changer. Hein. Il peut faire des déclarations. Je pense avoir lu quelque part que bon, ils vont instituer une armée aussi qui pourra lutter contre le terrorisme et aussi aller véritablement rétablir l'ordre constitutionnel si il arrivait que bon, certains militaires arrivaient à perpétrer un coup d'État militaire. Je me pose la question de savoir qu'en est-il si certains chefs d'État arrivent à faire un coup d'État constitutionnel. Parce qu'il y a des présidents qui sont là, qui sont à 3 mandats, à 4 mandats, en 5 mandats et tout ça. Ils sont au sein de la CEDEAO. Je pense qu'il faut faire un code de bonne conduite. Je ne suis même plus sûr que la CEDEAO connaît son objectif. Parce que son objectif premier, c'est de réaliser un espace économique assez large et de permettre la libre circulation des personnes et des biens. Quand tu prends l'espace Schengen et l'espace CEDEAO, c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas la même chose. Je pense qu'on doit pouvoir s'atteler beaucoup plus à ça et laisser, ou bien peut-être même créer une autre institution pour pouvoir gérer les affaires politiques. Parce que là, on est en train de se mélanger un peu les pédales. On s'attaque beaucoup plus aux militaires. Je pense que les Maliens, les Burkinabés et même les Guinéens ont déjà donné un chronogramme. Ceux-là ont besoin beaucoup plus d'accompagnement et non d'intimidation. Parce que là, ils sont en train de les intimider. Je pense qu'il faut les accompagner beaucoup plus et surtout les aider à résoudre le problème qui est le leur, c'est-à-dire le terrorisme. Parce que ça mine toute l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria même n'est pas épargné avec les histoires de Boko Haram et tout. Le Mali n'est pas épargné, le Togo, le Bénin. Tout le monde est aujourd'hui sur cette situation-là. Donc je pense qu'il faut quand même arriver à prendre les réels problèmes et les régler. Le Mali, le Burkina et la Guinée ont beaucoup plus besoin d'accompagnement que d'intimidation. Georges Hérault, Bola Ahmed Tinubu, aussitôt élu, dit qu'il va lutter contre les coups d'État militaires surtout. Il va prôner la démocratie. Quelle lecture faites-vous de ces déclarations du nouveau président en exercice de la CEDEAO? Non, il faut préciser que le nouveau président, c'est un faiseur de pouvoir. Et aujourd'hui, il est à la tête du poumon économique africain, disons-le comme ça. Et vous devez aussi savoir que c'est quelqu'un qui maîtrise les arcanes du pouvoir. Il n'est pas un étranger. Quand vous voyez les réformes qu'il apporte déjà au Nigeria à travers le fait de relever la subvention sur les carburants, et il avait même sauté le directeur général de la Banque centrale du Nigeria et il est en train de remettre le Naira à sa place, contrairement à son prédécesseur qui est Buhari, qui avait quand même diminué la valeur du Naira. Vous voyez qu'il a déjà eu une vision sur ce qu'il veut faire, que ce soit au Nigeria et que ce soit en Afrique. Et donc sa déclaration ne me surprend pas. C'est dit qu'il a parlé de tout ce qu'il avait comme envie de faire quand il était à côté des hommes de pouvoir. Et vous voyez, quand il parle de la démocratie comme étant le système qui est meilleur aujourd'hui pour l'Afrique d'adopter, on ne trouvera plus d'autres ailleurs. Et qui parle des coups d'État militaires, etc. Il faut avouer que les autres qui étaient là avant lui, ou bien qui sont là encore, n'ont pas accepté les coups d'État. C'est la situation de la chose, c'est la situation qui s'est présentée qui les obligeait à accepter et voir les conditions de vie de la population des pays. Il y a un certain nombre de mesures qu'ils ont pris et qu'ils ont rapportées. Et donc aujourd'hui, on ne pouvait même plus aller derrière pour encore parler d'un certain nombre de fermeté parce que, vous voyez, la CEDEAO, comme vient de le dire Gabin, j'ai apprécié ce paradigme, j'ai apprécié cette orientation parce qu'on dit communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, on dit communauté économique, mais allez au Nigeria, vous allez voir, prenez seulement la voiture, vous rentrez dans le Bénin et c'est tout un problème, vous rentrez à travers et à travers là, vous allez voir comment est-ce que les policiers d'immigration vont vous déranger jusqu'à ce que vous n'arrivez à Lagos. C'est-à-dire que vous allez vous voir comme si vous êtes déjà sur un autre continent.
Mais quand vous demandez des papiers, surtout quand vous parlez une langue que vous n'arrivez pas à s'exprimer en anglais local, ça devient compliqué pour vous. Même pour traverser, la traversée de la frontière, c'est à travers des émigrants. Vous ne savez pas quand c'est pas comme vous traversez la frontière comme ça. Donc ça devient compliqué. Allez au Ghana ici, quand vous prenez la route pour aller au Ghana, rentrez dans le Ghana, vous allez voir comment on va vous traiter. Sortez un peu, vous allez voir que ce que les présidents font, c'est dit que à un moment donné, j'apprécie ce que le Togolais a dit. Le président togolais dit que les peuples sont plus intégrés. Nous ne sommes pas intégrés. Ça veut dire tout simplement que les politiques au haut niveau ne permettent pas l'intégration totale de l'espace. Ça devient compliqué. Alors que ça s'impose à nous aujourd'hui, l'intégration. Vous voyez, vous ne pouvez pas imaginer que ces présidents-là, au lieu de s'unir, harmoniser les politiques de développement, parce que vous voyez, le Togo a sa méthode de travail. Quand ça rentre pour le Burkina a sa méthode de travail. On a beaucoup de choses à faire, à harmoniser ensemble. Et c'est sous l'égide de la CEDEAO qu'on doit harmoniser les politiques économiques de développement pour que quand quelqu'un quitte X pays pour aller à Y pays, qui se sent à l'aise de travailler encore. Mais on ne le fait pas. Mais on s'attaque à la gouvernance, etc., à la gouvernance des amis. C'est pour dire tout simplement que les coups d'État ne sont pas des choses à encourager, surtout militaires. Moi, je différencie les choses parce que quand vous prenez les militaires, ils ont aussi quand même des objectifs à atteindre. Ils ont aussi un certain nombre de choses parce que lui, il a déjà les armes à la main. Quand il a encore le pouvoir, ça devient compliqué. Alors que ce sont eux qui devaient être républicaines, ces armées-là, pour permettre aux civils de respecter intégralement la Constitution. Mais quand ils prennent le pouvoir, ça devient compliqué. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que oui, on condamne les coups d'État militaires, mais il va falloir à un moment donné que ces chefs d'État-là puissent repenser la CEDEAO et que la CEDEAO devienne économique pour le bonheur de nous qui sommes les citoyens de cet espace-là. Ah oui, Cheikh Claude Anglais. Oui, je voudrais rappeler que l'armée est une institution de la République qui est sous l'autorité du gouvernement. Et son rôle, c'est la défense du pays, à savoir son intégrité territoriale. Il n'est écrit nulle part que l'armée doit déposer un président démocratiquement élu pour une quelconque raison. Donc, même quand on parle de coup d'État constitutionnel, le président de la République ne prend pas un décret pour dire qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça. Le président de la République, avant de faire ce coup d'État constitutionnel, c'est l'institution qu'on appelle le Parlement qui modifie les tests. Ce sont les élus du peuple. Et il tire sa légitimité et sa légalité là-bas. Donc les coups d'État constitutionnels sont légaux? Je ne peux pas dire que les coups d'État constitutionnels sont légaux. Les modifications faites ne sont pas faites par le président. C'est fait par l'institution chargée de la législature. Même si cette institution est aux ordres du président, c'est quand même l'institution qui le fait. Que ce soit aux ordres ou pas, c'est une institution qui l'a fait. Alors, nous restons toujours dans le débat concernant ce sommet de la CEDEAO. Autre sujet important, c'est le retrait des forces onusiennes du Mali, le retrait de la MINUSMA. Une commission a été créée pour réfléchir et faire des propositions. La commission a 90 jours pour se faire, en attendant qu'un nouveau sommet soit organisé. Ma question, la CEDEAO veut-elle coordonner ou organiser un nouveau mécanisme de retrait de la MINUSMA du Mali ou en dehors de ce qui sera déjà proposé par les Nations Unies? Comment cela va-t-il fonctionner, M. Claude Anglais? Moi, je pense que le Mali est un pays de la CEDEAO et on ne peut pas faire ce retrait sans un accord concernant les 15 pays de la CEDEAO. Et tout se fera sous la responsabilité de l'ONU. Oui. La CEDEAO va collaborer avec les institutions chargées de ce retrait et avec le gouvernement malien. Donc ça deviendra 3 entités pour organiser le retrait pendant les 6 mois qui restent. Ah, donc ce sera plutôt une commission pour réfléchir sur la partition que doit jouer la CEDEAO lors de ce retrait. Même avis, Gabin?
Oui, même avis. Le Mali fait partie d'un espace, donc forcément, s'il y a quelque chose qui engage, parce que le terrorisme, c'est un problème sous-régional pratiquement, hein. Donc, si l'ONU doit pouvoir retirer ses troupes, ça doit être premièrement en parfaite symbiose avec l'État malien, ensuite avec les États qui sont constitués au sein de la CEDEAO. Donc, c'est tout à fait normal que la CEDEAO s'y planche et peut-être proposer les meilleures solutions et surtout l'après-MINUSMA, parce que qu'est-ce qu'il en sera si les troupes du MINUSMA sont parties? Il faudra sérieusement y penser, voir dans quelle mesure on peut encore aider le Mali. Peut-être que bon, la CEDEAO va penser à constituer une force pour pouvoir aller relayer la MINUSMA. Donc pour moi, je pense que peut-être ils vont travailler certes sur le retrait, mais aussi sur l'après-MINUSMA. Alors, ce sujet n'a pas été largement abordé, ou du moins ce sera l'objet peut-être d'un nouveau sommet prévu pour très bientôt. Je vais parler de la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Bien avant le démarrage de ce sommet, on sait que la CEDEAO n'est pas disposée à de nouveaux compromis. Alors, au regard du calendrier qui n'est pas totalement respecté dans ces trois pays, je veux parler du calendrier de la transition qui doit prendre fin en février 2024 au Mali, en juillet 2024 au Burkina Faso et début 2025, janvier-février en Guinée. Au regard des activités qui sont menées par rapport au chronogramme, l'on doit penser peut-être que ces pays ne seront peut-être pas en mesure, mais la CEDEAO dit niet, il n'y aura pas de nouvelles mesures à prendre, ou en tout cas en prolongation de ces délais-là inscrits pour mettre fin à cette transition. Est-ce qu'aujourd'hui on risque d'arriver à une nouvelle étape, de nouvelles sanctions contre ces trois pays? Moi, je pense que, compte tenu de la chronologie des événements dans ces trois pays, les délais prévus, à mon avis, ne seront pas respectés. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes à régler avant d'organiser ces élections. Ouais. Et surtout qu'au Mali, il a fait un effort d'organiser ce référendum, mais ce n'est pas dans toutes les localités. Ouais. Et c'est un problème. Il ne peut pas avoir un référendum avec exclusion. Ce qui veut dire que quand on parle du Burkina, quand on parle de la Guinée, sur le terrain, au Burkina, la sécurité n'est pas encore gagnée. Il vient de changer son chef d'état-major et les hauts responsables des services sécuritaires, mais il y a toujours les attentats qui continuent. Il y a toujours les attentats qui continuent, ce qui veut dire que pour le moment, il n'y a pas encore la maîtrise du terrain, la maîtrise, reconquérir les villages où sont les djihadistes, tout cela va prendre du temps. Quant à la Guinée, nous savons que le colonel Doumbouya a son propre chronogramme et c'est ça, avec ça qu'il veut aller jusqu'au bout. Il sait qu'il doit rendre le pouvoir aux civils, mais au moment voulu, et non pas suivre le dictat de la CEDEAO. S'il est vrai qu'eux-mêmes, la CEDEAO ou bien les instances de la CEDEAO constatent que sur les trois pays en question, il y a des difficultés, je pense qu'il y aura des discussions, et c'est pourquoi certains de ces pays ont refusé ces derniers temps de recevoir les émissaires de la CEDEAO. Ce qui veut dire que entre la CEDEAO et ces trois pays, il y a des problèmes qu'il faut régler avant de soumettre les prochaines dates pour les élections promises. Alors, au prochain sommet qui est annoncé, donc on ne connaît pas pour le moment la date, où probablement ces questions seront discutées, risque-t-on d'aller à de nouvelles sanctions contre ces trois pays? Si le Mali, le Ghana et le Burkina et la Guinée présentent un document clair, transparent, qui peuvent être adoptés, moi je ne vois pas pourquoi la CEDEAO va être intransigeante. Encore. Parce que puisqu'il y a le terme vulgaire qu'on dit, c'est le terrain qui commande l'action. Et en réalité, c'est eux qui sont sous le feu et ils constatent que c'est comme ça. La CEDEAO ne peut pas aller imposer ce qui n'est pas imposable. Donc moi je pense qu'il faut quand même discuter, trouver un consensus
pour que ces 3 pays puissent organiser les élections à quelques différences près. Alors, pour éviter de nouvelles sanctions, si je vous suis, il va falloir présenter des documents convaincants. Encore faut-il que ces documents doivent être présentés par les émissaires envoyés par la CEDEAO, qui pour certains n'ont pas pu avoir accès au pays. Que risquent ces pays, finalement, si un nouveau sommet de la CEDEAO arrivait à avoir lieu comme ce qui est annoncé? Guillaume, il faut préciser que rien ne peut justifier à ce que ces pays-là ne reçoivent pas les émissaires de la CEDEAO. Parce que recevoir les émissaires de la CEDEAO ou bien discuter pour trouver un terrain d'entente pour que la CEDEAO puisse accompagner ces pays-là ne doit pas être vu comme étant du gêne ou de l'harcèlement psychologique envers ces pays-là. Le problème est que les pays n'ont pas officiellement refusé de recevoir les émissaires. Il y a eu un problème de calendrier, même si peut-être ça peut être interprété de différentes manières. Maintenant, je voudrais en venir là-bas. C'est pourquoi je dis il n'y a rien qui justifie. Maintenant, si de par ce qu'on a compris officiellement, par le fait que les calendriers ne coïncidaient pas, là, d'accord. Mais dire que nous n'allons pas recevoir les émissaires, mais c'est trop. Donc, aujourd'hui, il va falloir véritablement que et la partie des transitions et la partie de la CEDEAO puissent comprendre que tout ce qu'on fait doit être objectif et doit être dans l'intérêt supérieur de la communauté. Quand je parle de la communauté, je parle de la CEDEAO. Parce que quand on parle de l'insécurité dans ces zones-là, avant on parlait du Mali aujourd'hui, nous parlons de Dagben. Donc, nous ne pouvons même, qui sait, on ne fait que parler de Dagben. Est-ce que Lomé est épargné? On ne sait pas. Donc, il faut savoir que les mesures doivent être prises en commun accord pour que les choses soient décantées à chaque niveau. Donc, si le Mali ou bien la transition malienne, burkinabé et guinéen vont penser que c'est parce que c'est leur pays, non. Aujourd'hui, nous sommes véritablement dans une communauté de telle manière que tout ce qui se passe ailleurs nous intéresse. Oui. D'autant plus que vous ne savez pas, ça peut arriver à vous. Donc, alors, ce que je voudrais savoir, aujourd'hui, les pays-là n'ont pas rejeté le calendrier de la CEDEAO. Jusque dans les faits, on remarque qu'il y a un grand retard dans les 3 pays. Risque-t-on d'arriver à de nouvelles sanctions plus dures que ce qu'on a déjà connu pour ces pays au niveau de la CEDEAO s'il y a un nouveau sommet? Non, je peux pas d'emblée dire qu'ils risquent d'autres sanctions plus sévères que ce qu'ils avaient déjà écopé. Mais j'essaie d'expliquer qu'il va falloir qu'ils s'y mettent au travail. Il ne faut pas aussi que les transitions prennent la transition comme un mandat et vouloir un coup s'éterniser au pouvoir. Et là, ce qu'ils, entre-temps, ce qu'eux-mêmes avaient soulevé, les défis majeurs qu'ils avaient soulevés, parce que dans les trois transitions, ils ont toujours parlé de la gouvernance. Mais quand ils parlent de la gouvernance ou bien relèvent les manquements au niveau de la gouvernance, au niveau de la démocratie et ses consorts, et qu'eux-mêmes s'y prêtent à ces jeux-là, vous voyez que c'est parler de quelque chose et faire son contraire. Donc, il va falloir véritablement qu'ils soient concrets sur un certain nombre de choses. Je ne pense pas que c'est la CEDEAO qui a imposé ces chronogrammes-là, mais si eux-mêmes ils ont ces chronogrammes-là, ils doivent respecter. Moi, je suis un peu peiné par rapport au fait qu'on va dire qu'ils ne vont pas respecter. Moi, je suis optimiste. Ils doivent respecter ces délais-là et je ne sais pas s'il y a des colonels qui veulent à un moment donné participer, qu'ils puissent le dire. Mais si c'est le cas contraire, ils ne peuvent même pas finir les problèmes de leur pays. Ça, c'est normal. Donc, quoi qu'il arrive, il faudrait organiser les élections. Il ne peut pas, à un moment, par la transition, gérer tous les problèmes du Mali, gérer tous les problèmes du Burkina ou gérer les problèmes de la Guinée. Merci. Il doit faire l'essentiel, mettre les pays sur la base, une base saine. Parce que moi, j'allais vous dire que quand on parle de limitation de mandat, etc., moi, je ne m'inscris pas forcément par rapport à ça. Je m'inscris plutôt au développement économique. Parce que je sais que c'est ça qui est gage du bonheur.
que la limitation de mandat, etc. C'est pas ça qui est le gage de bonheur. C'est pas ça qui intéresse les peuples aujourd'hui. Les peuples, c'est l'assiette, ce qu'on doit manger, ce qu'on doit, c'est de ce dont on a besoin, le minimum possible. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Merci beaucoup, Georges. Ce sommet qui est annoncé très prochainement, ce nouveau sommet de la CEDEAO, pourrait-il infliger de nouvelles sanctions aux trois pays, Burkina Faso, Mali, Guinée, si ces pays ne présentaient pas, comme le demandait le doyen Fioclou, un document fiable qui puisse montrer qu'ils vont arriver à terme de la transition au moment convenu d'avance? Moi, je ne comprends pas pourquoi les élections intéressent tant la CEDEAO. Sincèrement, je ne comprends pas. D'autant plus que les gens ont déjà donné un chronogramme. On peut dire que bon, le cas de la Guinée est un peu spécial. Parce que bon, ce n'est pas un problème de terrorisme et tout. Doumbouya est venu comme... Mais bizarrement, on ne l'accule pas. Et si la Guinée n'organisait pas d'élections, elle pourrait subir de nouvelles sanctions. Elle pourrait, mais... que la Guinée avait déjà subi des sanctions économiques avant. Oui, mais la Guinée a plus de temps que ces deux pays-là, que le Mali et puis jusqu'à 2025, que le Mali et le Burkina. Je ne comprends pas pourquoi on n'accule pas plutôt celui-là qui a une certaine stabilité sécuritaire au sein de son pays pour aller aux élections, pour aller au dialogue et tout ça, parce que je me souviens très bien que Yahi Boni s'était rendu dans ce pays-là pendant un certain moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé par après. Mais on accule les pays qui sont véritablement dans une insécurité pas possible d'aller aux élections. Les élections et puis après. Ou bien on attend les élections pour pouvoir les aider. Si maintenant on peut les aider à éradiquer le terrorisme, qu'on le fasse et puis qu'on va aux élections. Parce que les élections doivent être inclusives. On ne va pas faire les élections peut-être à Bamako ou bien à Ouagadougou simplement. Non. Les élections doivent se dérouler sur toute l'étendue du territoire. Mais qu'est-ce que la CEDEAO fait pour pouvoir aider ces pays-là? C'est là la question. Aller aux élections, oui, on va aller aux élections. On va élire un civil. Et puis après, qu'est-ce que le civil va faire? Qu'est-ce que vous allez apporter? Je pense qu'il faut... Les sanctions que... Sûrement, la CEDEAO va vouloir sanctionner ces pays-là. Comme il l'a toujours fait, même si ces sanctions ne sont pas contenues dans son statut, ils le font quand même. Ils y vont droit au mur. Mais après, ça déteint sur toute la sous-région. Les sanctions contre le Mali, ben, on a eu à subir tout ça. Donc, on est lié par un même cordon ombilical. On doit comprendre ça aujourd'hui que dans la sous-région, le problème de l'autre, c'est mon problème. Et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir aider l'autre à résoudre son problème? C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il ne faut pas acculer les gens à aller aux élections. Et si après les élections, les mêmes problèmes subsistent, le Mali, ils vont tout faire pour aller aux élections parce que déjà, ils ont fait un référendum. C'est un référendum test. Je pense qu'ils vont tout faire pour pouvoir aller aux élections. Mais après, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que le terrorisme sera éradiqué? Il faut beaucoup plus se concentrer sur l'éradication du terrorisme plutôt que de dire aux gens allez aux élections, allez aux élections. Sinon, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les civils vont venir au pouvoir et après, les militaires feront encore un coup d'État parce que la situation sécuritaire ne sera pas réglée. Merci beaucoup, Gabin Adjaro. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de cette émission.